Eh bien, c'est parti. Oui, parce que je voulais quand même vous remercier. Ça fait 1 an et demi qu'on essaye de faire notre conférence. Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de la faire avant. Et finalement, on l'a fait en visio aujourd'hui. Et voilà, c'est plaisir pour nous d'organiser quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous qui a branché le son? Ça peut être ça le problème. Voilà. Pour la vidéo, ça a ouvert mon micro. D'accord. Donc voilà, c'était important pour nous de pouvoir lancer une conférence aujourd'hui. On aura d'autres conférences qui sont programmées pour l'année prochaine, et de préférence en présentiel. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup. Très bien. Alors, merci beaucoup aux uns et aux autres d'être présents ce soir. Alors, effectivement, nous allons essayer de… Nous allons le faire encore une fois en visio, mais ça permettait d'être présent pour tout le monde dans de bonnes conditions ce soir. Ce que je me propose de faire, je vais faire dans mon webinaire, comme j'ai l'habitude de faire dans les conférences, c'est-à-dire que je vais m'arrêter à différents moments pour que vous ayez l'occasion d'interagir, de poser vos questions. Alors, vous pouvez le faire en rallumant votre micro, si vous préférez poser la question de façon orale, ou vous pouvez la poser aussi en utilisant le chat. Il vous suffit, vous avez peut-être remarqué en bas, vous pouvez, en utilisant l'onglet « Discuter », eh bien, venir écrire et poser votre question. Alors, si vous la posez en ayant sélectionné à tout le monde, votre question apparaîtra par contre dans le fil général. Mais si vous me sélectionnez, c'est-à-dire vous sélectionnez particulièrement le nom de Nadège Larcher, je serai la seule à pouvoir lire votre question et j'y répondrai évidemment de façon anonyme. Voilà. S'il vous plaît, tant que vous le pouvez, maintenez vos micros fermés, en tout cas le temps de ma présentation. C'est pour éviter des interférences et permettre à chacun d'être dans les meilleures conditions possibles. Bien, alors, je vais débuter sans plus attendre ce webinaire sur l'épuisement parental. Comme je vous l'ai indiqué, je vais m'arrêter à différentes reprises au cours de ce webinaire pour que vous ayez l'occasion d'interagir et de me poser éventuellement des questions. Juste très rapidement pour ceux et celles qui peut-être ne me connaissent pas, et c'est tout à fait normal, je suis Nadège Larcher, je suis psychologue, psychothérapeute, spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. À ce titre, j'interviens comme chargée de TD à l'Université de Tours auprès des Master 1 et des Master 2 en psychologie et également les 5e années d'orthophonie. Et puis, je suis également formatrice en communication bienveillante, c'est-à-dire que j'ai créé il y a déjà 16 ans de cela avec mon associé, le docteur Sophie Benkemoun, une structure qui s'appelle aujourd'hui APCOM, l'atelier Apprendre à communiquer, qui s'appelait auparavant l'atelier des parents. Et puis maintenant, nous avons développé nos interventions. Et donc, c'est pour ça que nous avons changé de nom, étant donné que nous intervenons maintenant aussi auprès des professionnels, mais aussi auprès des professeurs et même dans les entreprises, tout endroit, tout lieu où on souhaite améliorer la communication et particulièrement la communication entre les enfants et les adultes. Je suis également maman de 3 enfants. Alors, ils ne ressemblent plus du tout à cela, malheureusement, puisqu'aujourd'hui, j'ai 3 ados à la maison, d'où les commandements de l'adolescent que vous lisez à l'écran et le fait que, encore un peu trop souvent,
j'ai l'impression de devoir me transformer un peu en Rambo dans ma propre maison. Alors avant, c'était les Playmobil qui envahissaient mon salon. Bah, maintenant, c'est plutôt les paquets de biscuits vides, mais voilà, ça fait moins mal aux pieds, mais ce n'est pas du tout agréable non plus. Tout ça pour rappeler que, voilà, étant moi-même maman, je me rappelle tous les jours à quel point ça peut être une tâche à la fois très épanouissante, c'est vrai, mais aussi très complexe, difficile, stressante parfois, et on le verra, et bien aussi parfois épuisante. Alors ce soir, je vais vous parler d'épuisement parental. Je vais essayer de vous expliquer cette notion, de vous permettre de mieux la comprendre. Vous allez voir, c'est une notion qui en réalité n'est pas récente, qui existe depuis très longtemps, mais que nous comprenons mieux maintenant depuis quelques années. Et puis, je vais essayer également, et c'est vraiment mon objectif principal, eh bien, de vous permettre de comprendre comment cet épuisement parental peut se mettre en place et comment on peut peut-être éviter qu'il arrive ou quand il est installé, eh bien, réussir heureusement à s'en sortir et à changer cet état de fait. Alors, ma première partie va plutôt être une introduction un petit peu théorique autour de la question de la parentalité et de l'épuisement parental. Et puis, dans une deuxième partie, je vous donnerai les différentes étapes de rentrer dans le burn-out parental. Et puis, en troisième partie, s'il nous reste un peu de temps, des pistes pour eh bien, essayer de contrecarrer cet épuisement. Alors, je souhaite quand même faire d'abord une introduction sur la question de la parentalité. Alors, c'est un élément qui peut peut-être vous étonner, mais il faut savoir qu'il y a encore 70 ans, eh bien, on ne parlait pas de parentalité. On parlait de parenté uniquement. La parenté, c'était le lien, hein, notamment le lien du sang qui existait entre les parents et les enfants. Mais ce lien, eh bien, aujourd'hui, a évolué, a changé, et on parle donc de parentalité. Alors, c'est important de l'avoir peut-être en perspective et c'est pour ça que je vais vous faire un rapide rappel historique, mais notre société et donc aussi notre famille, nos familles ont évolué très récemment en ce qui concerne la vision de la parenté et de la parentalité et la vision également de l'autorité au sein de la famille. Alors, comme vous le voyez à l'écran, nous avons connu d'un point de vue sociétal des siècles et des siècles de monarchie absolue, donc d'un pouvoir absolu détenu par un seul individu. Il y a eu un certain nombre de tentatives, pas toujours très fructueuses, de changement de régime politique et de répartition différente de l'autorité au sein de notre société. Et puis la République française, eh bien, elle est quand même assez récente, puisque, on va dire de façon très, très officielle, c'est 1870-1871 qui permet vraiment l'arrivée d'une démocratie qui se met en place progressivement et qui va durer. Si on regarde l'évolution de l'autorité au sein de la famille, on se rend compte eh bien, qu'il y a eu une évolution assez similaire, d'ailleurs assez parallèle, mais même un peu plus récente, puisque nous avons eu des siècles et des siècles d'abord de puissance paternelle, hein, où seul le père était reconnu comme une figure d'autorité dans la famille et avait d'ailleurs tout pouvoir sur sa famille. Et puis arrive le Code civil français qui, pour la première fois, va parler d'autorité paternelle, c'est-à-dire que pour la première fois, on va commencer eh bien, à mettre une limite à cette toute-puissance, et c'était quand même nécessaire, parce que je vous rappelle que cette puissance paternelle impliquait que le père pouvait avoir le droit de vie et de mort sur ses enfants. L'autorité paternelle vient mettre une limite. 1804, il faudra un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Et en réalité, l'autorité parentale, quelque chose qui nous semble assez évident aujourd'hui, le fait que père et mère aient la même
le même poids d'autorité, le même rôle à jouer au sein de la famille, ben vous le voyez, c'est quand même très récent, 52 ans. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très peu au regard de tout ce que nous avons vécu. Donc, une évolution qui en réalité est extrêmement récente, hein, et qui explique que nous sommes encore perdus dans des phrases telles que c'était mieux avant, c'était plus simple, avant on se posait moins de problèmes. Alors oui, parce qu'avant, les schémas étaient beaucoup plus clairs et que nous sommes encore aujourd'hui dans une période de changement et de très grande évolution. Alors ça, c'est l'évolution dans les familles, mais il faut voir que l'évolution a également concerné les enfants que l'on a vus pendant des siècles et des siècles comme de petits animaux qu'il s'agissait de dresser, qu'il s'agissait de corriger. Et puis la notion d'éducation, le fait d'avoir devant nous un être à part entière qu'il s'agit d'accompagner, d'éduquer, dont il s'agit de prendre en compte l'individualité, eh bien, ce sont des critères qui sont arrivés assez récemment. Vous voyez à l'écran Madame Françoise Dolto, ça avait commencé avant elle, mais c'est vrai que c'est elle qui l'a vraiment démocratisé. Et on va dire que depuis 70 ans à peu près, eh bien, la vision de l'enfant a énormément changé. Et donc, vous comprenez que je vais vous parler ce soir d'épuisement parental. On n'en parlait peut-être pas avant, mais parce qu'on avait aussi une vision très, très différente de ce que pouvait être la famille et de ce que pouvait être également une question d'éducation. Donc, cette évolution de se dire, eh bien, il ne s'agit pas seulement de dresser, mais vraiment d'éduquer un enfant, eh bien, ça explique que aujourd'hui, il y a une vision très différente de la parentalité, que la parentalité aujourd'hui est investie de la part des parents. Depuis à peu près aussi 70 ans, eh bien, nous avons le choix ou pas, mais d'avoir des enfants. Nous pouvons contrôler notre natalité. Donc, il y a un investissement qui est très différent en termes de parentalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les médias, sur les réseaux sociaux, il y a aussi une vision très particulière de la parentalité. Elle est maintenant montrée, mise en scène même, on le verra, hein, j'en reparlerai, mais en tout cas, elle est vue aussi aujourd'hui comme une valeur refuge. Et donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de pression que l'on retrouve aujourd'hui autour de cette notion de parentalité, aussi bien dans la façon dont elle est investie par les parents, par les familles, mais aussi par tous les changements que nous vivons. Et tout cela ne s'est pas arrêté puisque nous sommes encore aujourd'hui en train de réfléchir énormément sur cette question de parentalité. Et j'aime beaucoup cet extrait de ce livre où, d'un côté, en 1980, il s'agissait de s'assurer que son enfant mange à sa faim et étudie bien pour réussir sa vie. Bon, en 80, il y avait déjà un petit peu plus d'attente, hein, mais on aurait pu dire ça en 1880, par exemple. Et 2020, où là, il faut veiller, ben, la liste est longue, hein, aux besoins émotionnels, scolaires, psychologiques de l'enfant, faire attention à ne pas lui mettre trop de pression, ni à le surstimuler, attention au plastique, au sucre, etc., etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, c'est quand même une des grandes difficultés actuelles, c'est que la pression autour de la question de la parentalité est vraiment devenue extrêmement importante. Et cette pression, eh bien, elle vient aussi mettre en difficulté un certain nombre de parents parce que, je vous l'ai déjà cité, aujourd'hui, la parentalité est mise en exergue, elle est montrée, elle est même mise en scène, mais les parents oublient que dans cette mise en scène, notamment sur les réseaux sociaux et les médias, eh bien, tout ce qui est de l'ordre de la réalité, tout ce qui n'est pas beau, magnifique ou glamour, j'ai envie de dire, est facilement caché. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'heureusement, il y a, et je vais vous en montrer ce soir, il y a des personnes et des humoristes
qui sont là pour nous rappeler que la parentalité n'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un grand changement, un monde qui se réorganise beaucoup autour de ces questions de la famille et autour de la question de qu'est-ce qu'un bon parent. Et c'est normal qu'aujourd'hui, nous soyons parfois peut-être un peu perdus, un peu perplexes, que ce ne soit pas facile d'avoir les bons repères et de se trouver parfois vraiment pris dans, on le verra, mais des ambivalences entre ce qu'on attend de nous et ce que nous pouvons vraiment donner et ce qui est vraiment nécessaire pour chacun d'entre nous. Alors, le stress fait partie de la vie des parents, hein, et ce soir, évidemment, quand je vais vous parler d'épuisement parental, vous allez envisager la question du stress, mais il y a une différence, on va le voir, entre le stress que nous connaissons tous en tant que parents, avec des périodes plus ou moins faciles, plus ou moins agréables, et l'épuisement parental qui est là je vais dire, un degré supplémentaire de stress qui, à ce moment-là, eh bien, on le verra, est un ensemble de stresseurs qui ne peuvent plus être gérés et absorbés par les parents. Mais c'est vrai que le stress fait partie de la vie des parents et je vais laisser la parole à la comique belge Véronique Gallo qui a une série que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant Vie de mère. Vous trouverez différents épisodes et je vous ai fait un petit peu un medley. J'ai amélioré, j'ai mis quelques extraits de ces meilleurs moments pour se rappeler que effectivement, eh bien, la vie de parent est loin d'être un fleuve tranquille. Regardons ça ensemble. Oui, ça va, mais je suis crevée, je suis crevée. Est-ce que je me réjouis des vacances? Quelles vacances? Parler de celles où j'ai passé tout mon temps à faire des bricolages sur le thème de Pâques et où finalement finiront quand même par se chamailler parce qu'ils n'ont pas le même nombre d'œufs dans leur panier. Oui, oui, je me réjouis. Mathilde adore faire les courses. Donc forcément, je me dis, génial, on est entre filles, c'est super. Oui. Sauf que, évidemment, dans ce genre d'hypermarché, il y a des crétins du marketing qui, non seulement, après vous avoir mis les petites machines où on tourne pour avoir un chewing-gum infâme, les espèces de carousels où on se balance comme ça pendant 10 minutes, ils ont, depuis un certain temps, rajouté les mini-caddies. Mon fils fête ses 10 ans. Et il y a 12 copains à la maison. Des enfants très gentils. Sauf un, hein, je ne sais pas ce qu'il a pris ce matin au petit déjeuner avec ses chocopops, mais à mon avis, c'est de l'ecstasy. Avec Bertrand, on avait dit on fait simple. Stop à la surenchère. Les anniversaires d'enfants, ça devient un truc de malade. Bien. Est-ce que j'ai profité du soleil ce week-end? Oui, 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 si on compte que le soleil passe à travers les vitres de la voiture pendant qu'on conduit par tous les enfants, ça c'est clair que je n'ai eu que du soleil. La question qui m'a taraudée tout le week-end, c'est pourquoi est-on allé s'installer à la campagne? Bien sûr. Je me sens quand même responsable. Ma seule erreur véritable a été d'acheter cette poupée Reine des Neiges qui chante. Tous les matins, je dois chanter Délivré, libéré avec ma fille. Je ne vous dis pas les gestes que je dois faire. Mais parce qu'il y a une chorégraphie en plus. Bon, donc c'était un medley un peu de tout ce que nous devons assumer quand eh bien, nous sommes parents. Et il y a quand même deux moments de la vie plus particuliers, de la vie de parents, qui vont entraîner de la fragilité pour les parents. Alors, il y a d'abord, ça on le comprend, les parents de jeunes enfants, parce que évidemment, il y a de tels bouleversements à ce moment-là dans leur vie, de tels changements. On comprend très aisément que les parents de jeunes enfants
peuvent être en stress particulier, surtout quand les enfants sont tout petits et potentiellement ne font pas leur nuit, sont malades, peuvent avoir des difficultés d'alimentation ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que l'on entend et que l'on comprend tout à fait. Mais il faut aussi savoir que le parent d'adolescent est dans une période particulièrement également compliquée. Alors pourquoi? Parce que quand on devient parent d'adolescent, on redevient un peu un parent amateur. Et c'est ça qui est compliqué quand on est parent d'adolescent, c'est que c'est une période de perte pour nous aussi, une période de perte en tant que parent. Alors d'abord, de perte de quoi? D'abord de perte de notre satisfaction de nous sentir utiles. Avant, évidemment, nous étions fatigués à la fin des anniversaires, mais au moins, nous étions présents et nous pouvions participer. Maintenant, nous avons vraiment de la chance si nous avons le droit de rester dans la cuisine et encore, même la cuisine généralement est trop près de nos adolescents. Et puis, nous avons aussi perdu notre image de bons parents. Généralement, voilà, vous le voyez à l'image, quand ils sont tout petits, nous sommes la plus belle des mamans, le plus fort des papas. Et puis, évidemment, quand arrive l'adolescence, on devient plus du tout admirable. C'est vrai aussi que nos adolescents, à ce moment-là, nous connaissent par cœur et qu'ils sont capables à ce moment-là de connaître aussi tous nos défauts et ils ne se gênent pas pour nous les rappeler. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué et qui peut bien vraiment fragiliser au moment de l'adolescence. C'est qu'au moment de l'adolescence, il va falloir accepter de devenir des parents ringards, d'être de toute façon, en tout cas à leurs yeux, dépassés. Et c'est vrai aussi qu'au moment de l'adolescence, il y a un stress particulier puisque nos ados deviennent grands, sortent, peuvent être exposés potentiellement à plus de dangers. Il y a les questions également de l'orientation scolaire. Et cette période, on le comprend, c'est vraiment avec des examens et ce genre de choses. Donc, évidemment, mais on l'oublie, on est souvent très présent avec les parents de jeunes enfants. On fait très attention à eux parce qu'on comprend ce qu'ils sont en train de vivre, mais on n'est pas toujours très, très positif, très agréable avec les parents d'adolescents, d'ailleurs un peu comme les adolescents, alors qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'assez compliqué. Donc, ne l'oublions pas, un parent d'adolescent peut être très fragile. Alors là, je suis en train de vous parler du stress. Et je suis en train donc de vous parler du stress que nous connaissons tous en tant que parents et qui va nous accompagner la plupart du temps. Mais quand on parle d'épuisement parental, je vous l'ai dit, on est sur un échelon supplémentaire, c'est-à-dire que l'épuisement parental, le burn-out parental, on est aujourd'hui capable de le définir et de le quantifier. Il y a d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, un livre qui s'appelle Le burn-out parental, mais qui a été écrit par deux chercheuses belges de Louvain qui travaillent aujourd'hui depuis 10 ans sur cette question du burn-out parental et qui sont vraiment d'excellentes professionnelles et observatrices du burn-out parental et qui nous permettent de mieux comprendre ce processus. Et ce processus de burn-out parental, vous allez le voir, je vous l'ai expliqué, dans notre vie de parents, il y a des stresseurs qui sont des stresseurs normaux et habituels. Et normalement, nos ressources, c'est-à-dire nos capacités de faire face, notre satisfaction aussi à être parent, nos capacités de prendre du recul, d'être accompagné par d'autres parents, de pouvoir souffler parfois, tous ces éléments viennent nous permettre d'affronter les stresseurs. Ça, c'est en général, mais dans le cas du burn-out parental, dans ce cas, nous sommes face à une balance qui devient négative, où les stresseurs pèsent plus lourd
que les ressources et où les parents ont l'impression, on va le voir, d'être complètement épuisés face à leurs tâches parentales. Alors, cette notion, elle est étudiée depuis les années vraiment 1980, mais on sait aujourd'hui, en lisant des textes d'anciens ou d'autres, que ce n'est pas récent. La seule chose, c'est qu'on vivait peut-être moins proche de nos parents, de nos enfants auparavant. Et aujourd'hui, alors vous le voyez à l'écran, on parle de 5 à 8% de parents. Les dernières études auraient tendance à plutôt parler de 10 à 12%. Donc, c'est quand même quelque chose de très conséquent. Et pourquoi les chiffres sont sous-estimés? Eh bien, nous le verrons, mais c'est très compliqué de venir socialement venir dire à son conjoint, à son médecin, à sa famille qu'on n'a plus du tout envie d'être parent, qu'on ne supporte plus ses enfants. Et donc, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a sans doute des cas de burn-out parental qui ne sont pas du tout diagnostiqués parce que eh bien, c'est très compliqué de venir le présenter ainsi et de le reconnaître, mais je reviendrai dessus. Donc, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on arrive à mieux cerner cette question du burn-out parental et elle marque vraiment le fait de passer d'une situation de stress chronique ou intense à un syndrome d'épuisement. On est vraiment dans ce syndrome d'épuisement. Vous allez le voir, on est assez proche de la notion de burn-out classique, d'épuisement classique, sauf que c'est adapté à la question de la parentalité et de la famille, mais on est vraiment dans cette vision d'épuisement. Si malheureusement vous êtes juste un peu fatigué et stressé par vos enfants, vous approchez peut-être de cet épuisement, mais heureusement pour vous, vous n'êtes pas encore en épuisement parental. Parce qu'il faut 4 éléments pour pouvoir parler réellement de burn-out parental. Le premier, vous l'aurez compris, c'est une question d'épuisement physique et d'épuisement psychologique. Les personnes qui sont en burn-out parental vous disent vraiment que toutes les tâches familiales leur coûtent, que c'est difficile pour eux de s'occuper du bain, de s'occuper des repas, que aller au parc les rend complètement épuisés au bout d'une heure ou même au bout d'une demi-heure. Donc, évidemment, ça, c'est ce qu'on retrouve avec les autres éléments de burn-out. Il y a cette notion d'épuisement. Mais après, il y a 3 critères qui sont vraiment propres à la parentalité. D'abord, il y a ce critère de perte d'efficacité dans les tâches familiales. C'est-à-dire que les personnes racontent mettre des heures et des heures à préparer le repas, à mettre beaucoup plus de temps que d'habitude à faire le bain, à préparer le cartable. Vous voyez, tout prend du temps. Les parents, et ils parlent vraiment que de leur parentalité, disent très clairement qu'ils se sentent de moins en moins efficaces dans les tâches qu'ils doivent réaliser vis-à-vis de leurs enfants. Ça, c'est le premier élément, c'est l'élément, j'ai envie de dire, un peu tangible, un peu physique. Et ils parlent aussi beaucoup d'une distanciation, notamment d'une distanciation affective, psychologique avec les enfants. C'est-à-dire, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose comme de cassé entre eux et leurs enfants. Ils ont du mal à ressentir le même amour qu'auparavant, les mêmes élans. Il y a moins d'envie, il y a moins de capacité à connecter avec l'enfant. Et c'est le troisième élément, c'est un contraste avec un avant. C'est-à-dire que dans le burn-out parental, on n'est pas dans les difficultés précoces de parentalisation. Ce ne sont pas des parents qui ont du mal à devenir parents. Ce sont des parents qui ont très bien investi leur tâche parentale, qui ont été très heureux d'être parents
et à un moment, du fait de l'épuisement, il y a comme une cassure, comme un avant et un après. Et c'est vraiment cette notion de contraste qui est importante, comme on le retrouve d'ailleurs dans le burn-out professionnel, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ce n'est pas une difficulté qui est chronique, il y a eu des difficultés, mais il y a vraiment eu un élément de cassure. Et donc, c'est seulement quand on a ces 4 caractéristiques ensemble que l'on est en capacité de parler d'un burn-out parental. Et j'insiste, ce burn-out ne concerne que la famille. On peut avoir des personnes qui, à côté, sont très efficaces dans leur travail, sont très efficaces dans leur vie sociale, sont même d'ailleurs très souvent très heureuses d'être au travail parce que le travail va permettre parfois de fuir la famille. Mais donc, on n'est pas sur un épuisement généralisé. Et d'ailleurs, c'est ce qui parfois peut étonner parce qu'il suffit que la personne sorte de son contexte familial, qu'elle a passé un week-end avec des amis ou au travail, et puis là, on sent de l'énergie qui revient. Et malheureusement, quand la personne revient dans la famille, bien, on a de nouveau cet épuisement. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est très lié à la notion de famille, aux tâches familiales et avec un contraste. Alors, je vous disais tout à l'heure que par contre, on ne peut pas toujours mettre le mot de burn-out parental parce qu'il y a vraiment ces notions aussi de honte et de culpabilité qui vont arriver très, très vite. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est compliqué de pouvoir aller dire, ben voilà, je ne me sens plus en contact avec mes enfants, j'ai l'impression de ne plus aimer mes enfants, je n'ai plus envie d'être père ou d'être mère. Vous comprenez bien que socialement, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué à reconnaître, à avouer. Et donc, on a plutôt des signes qui sont des signes connexes, hein, qui sont des signes autour. Alors, on a dans les signes le fait de rentrer de plus en plus tard du travail, hein, ça c'est quand même un des signes que l'on retrouve, des notions d'insomnie, des notions de dépendance à la caféine, à l'alcool éventuellement, au shopping, ça c'est quelque chose que l'on peut trouver, un sentiment d'isolement, un sentiment de grande fatigue, évidemment. Et puis, souvent, en réalité, les parents vont aller consulter pour des raisons plutôt médicales, en tout cas en apparence, difficultés de sommeil, boulimie, problèmes d'angoisse, hein, parce que c'est souvent ce qu'on retrouve. Et c'est là où c'est compliqué parce que il faut, en tant que professionnel, notamment, réussir à comprendre d'où vient la difficulté et si cette difficulté est liée à un état général ou si elle est liée à cette question de vie et de parentalité. Mais voilà, vous comprenez que c'est compliqué, notamment que à partir du moment où nous avons désiré être parents, où nous avons souhaité avoir des enfants, où nous avons investi ces enfants, de se rendre compte qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est bien sûr très, très douloureux. Et donc, ça explique pourquoi on a mis aussi autant de temps à prendre en compte ce syndrome. Ce syndrome peut avoir aussi des conséquences sur les enfants. Vous le comprenez, hein, étant donné que le parent se coupe de son enfant, qu'il est moins capable de comprendre ses besoins, d'anticiper, il peut y avoir des négligences physiques, affectives et de la violence, alors qui va encore amplifier le sentiment de culpabilité chez le parent parce qu'évidemment, le parent se sent coupable par rapport à cela et rentre encore un peu plus dans la spirale de je ne suis pas un bon parent, je n'y arrive pas, je ne suis pas fait pour être parent. Et donc, on rentre là encore dans une difficulté supplémentaire. On comprend qu'il y a dans tout ça un engrenage et que ça peut être très compliqué parfois de l'arrêter, d'où la nécessité d'en parler et d'être au courant et de pouvoir accompagner les parents par rapport à cela.
Je termine cette première partie et j'aurai à ce moment-là la possibilité de commencer à répondre à vos questions sur quand même une présentation des fausses croyances qu'il peut y avoir autour de l'épuisement parental. Donc, la première fausse croyance, c'est de penser que l'épuisement parental ne touche que les femmes. C'est totalement faux. Il y a plus de femmes, c'est certain, mais il y a aussi des hommes. Tout dépend de la proximité et de qui assure principalement les tâches familiales. Mais quand on a des hommes qui sont très présents avec les enfants, qui peut-être travaillent à temps partiel ou ont même décidé de prendre un congé parental pour s'occuper des enfants, on retrouve les mêmes risques et les mêmes proportions d'épuisement parental. Donc, ce n'est pas que féminin. Je vous l'ai déjà dit également, ça ne touche pas que les parents d'enfants en bas âge, notamment, je vous l'ai dit, les parents d'adolescents. Et ce n'est pas une invention du XXe siècle ou du XXIe siècle, même si, on va le voir, et c'est ce que je vous disais en introduction, ce que nous sommes en train de vivre actuellement amplifie ce sentiment d'épuisement parental parce que, évidemment, nos repères sont moins faciles et évidemment aussi, les 2 ans de Covid n'ont pas du tout aidé et notamment quand il a fallu à la fois travailler et s'occuper des enfants. Vous imaginez bien que là, on a eu évidemment une augmentation des taux d'épuisement parental. Autre fausse croyance, le fait de travailler à mi-temps, à temps partiel, n'est pas un facteur de protection vis-à-vis de l'épuisement parental, même peut-être au contraire, parce que dans le cas d'un temps partiel, souvent le parent essaie quand même d'être présent partout et ne s'autorise pas toujours à souffler et à avoir des relais dans sa vie familiale parce qu'il ne travaille pas à temps plein. Et donc, on peut avoir de très, très forts risques d'épuisement parental dans des temps partiels. Et puis, le fait d'être dans un milieu précaire, oui, peut être un facteur de risque. On le verra, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on va être dans un épuisement parental. Ce n'est pas une relation de cause à effet, mais c'est un facteur qui peut être un facteur aggravant. C'est la même chose en ce qui concerne les parents solos, les parents qui élèvent seuls les enfants. Ce n'est pas une cause d'une relation de cause à effet, mais ça peut être un facteur de risque, pas tout le temps, mais ça peut être un facteur de risque si le parent est particulièrement isolé. Et on le verra, c'est plus particulièrement l'isolement qui peut être un facteur de risque pour les parents. Bien, alors, je m'arrête pour l'instant et je vais mettre la vidéo sur pause. Comme ça va. Je vais donc reprendre avec la deuxième partie, ce qui va me permettre de vous donner peut-être déjà un peu des éléments plus concrets par rapport à ma présentation. Donc, je reprends. Alors, attendez, je ne suis pas sûre, je préfère vérifier. Je ne suis pas sûre que mon écran était partagé correctement. Voilà, donc je reprends avec l'épuisement parental et je voudrais maintenant vous décrire comment l'épuisement parental se met en place pour vous permettre peut-être de savoir aussi à quel niveau vous vous situez et peut-être vous donner des signes avant-coureurs qui vont vous aider à ne pas sombrer dans cet épuisement parental. Alors, on a tendance à considérer qu'il y a dans cet épuisement parental à la fois une période de montée, ce qu'on appelle le burn-in, c'est-à-dire que le parent va de plus en plus vers l'épuisement, mais n'est pas encore en épuisement. Il est en montée, si vous préférez, vers l'épuisement. Et puis après, ce qu'on appelle le burn-out, où là, on est vraiment dans la phase d'épuisement. La phase 1, et c'est pour ça aussi que je vous disais que
être en épuisement parental, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais parent, bien au contraire. Ça veut même dire qu'on a essayé d'être peut-être un parent plus que parfait. On a essayé d'être un parent idéal, on a essayé d'être présent partout, de faire les choses de façon parfaite. Et cette notion de perfection eh bien, a commencé à nous entraîner vers l'épuisement. Vous savez, c'est la volonté de vouloir eh bien, être le parent réseaux sociaux, le parent Instagram qui fait des petits plats, qui prépare bio, qui éveille culturellement son enfant, etc., etc. Et cette notion de perfection, eh bien, ça peut être un piège absolument terrible dans la parentalité, parce que d'abord, le parent parfait n'existe pas et il n'existera jamais. Ce serait d'ailleurs très dangereux d'être un parent parfait, parce que ça veut dire que votre ado n'aurait aucune envie de partir et de vous quitter. Et là, je peux vous jurer, moi qui suis maman de 3 ados, qu'il y a un moment où vous avez envie qu'ils partent. Donc, il vaut mieux qu'ils aient des choses à vous reprocher. Et puis surtout, le fait d'être un parent parfait bien, ne permettrait pas à l'enfant d'aller chercher ses propres ressources, d'aller chercher ses propres capacités. Il y a un psychologue anglais qui parlait du parent suffisamment bon, d'un parent qui va évidemment faire en sorte de répondre aux besoins des enfants, mais qui va aussi le laisser expérimenter eh bien, la frustration, la déception, le fait d'avoir envie un jour d'être un meilleur parent que son propre parent. Et donc, le fait d'être un parent suffisamment bon, ça, c'est un élément que l'on peut essayer d'atteindre. Et je vais vous partager un premier outil alors que j'aime beaucoup qui s'appelle les cercles de vérité. Ces 3 cercles de vérité, c'est une façon de se dire dans toutes les tâches que je dois réaliser en tant que parent, dans tout ce que j'aimerais, je dois faire absolument, mais dans tout ce que j'aimerais faire aussi, eh bien, ce serait bien de temps en temps de faire un petit tri parce qu'honnêtement, si j'essaie de tout faire, de tout réaliser, ben, je vais m'épuiser. Alors, ces cercles de vérité, je les partage là à l'écran avec vous. Vous voyez, il y a le cœur. Et le cœur, c'est ce qui est indispensable. Et là, on retrouve les besoins fondamentaux de nos enfants. Alors, les besoins fondamentaux de nos enfants, c'est d'être protégés, de manger à leur faim, d'avoir un toit, de pouvoir jouer. Mais après, une fois qu'on a pris conscience de ces besoins, nos enfants ont des besoins et puis ils ont des envies. Alors les besoins, ils sont limités et ce sont des besoins fondamentaux. Et les envies, elles sont illimitées. On en a de 1000 façons et notre rôle, nous, en tant que parents, c'est de répondre aux besoins et pas à toutes les envies de nos enfants. D'abord parce qu'ils en ont trop et puis parce qu'ils ont besoin d'apprendre en grandissant à faire la différence eux-mêmes entre un besoin et une envie. C'est ça, être un adulte, c'est de savoir que nous avons besoin d'être habillés et que nous avons envie de nous acheter une robe. C'est le fait de savoir que nous avons besoin de manger et que nous avons envie de manger. Alors, je vais dire du chocolat. Je sais que certains vont me dire que c'est un besoin. Oui, à petite dose, mais pas à grosse dose. Donc, vous comprenez de se dire, là, dans ma parentalité, dans la façon dont je m'occupe de mes enfants, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui serait super? Et si c'est super et que je peux le faire, ben je le fais. Et puis, bof, si j'ai le temps. Et ça, c'est important d'avoir un bof si j'ai le temps. C'est la capacité de se dire, oui, ça aurait été très bien de le faire. Et non, je ne vais pas le faire parce que je risque de m'épuiser, je risque de rentrer dans une volonté de perfection et ça, c'est dangereux. Alors ça, c'est la première phase. La deuxième phase, mais elle est liée à la volonté de perfection, c'est ce qu'on va appeler le surinvestissement. Le parent, comme il essaie d'être un parent parfait, un parent extrêmement présent,
commence à se sentir totalement indispensable. Il croit qu'il doit tout faire, qu'il doit être présent pour tout, que son enfant ne va pas y arriver sans lui. Et malheureusement, d'abord, ça, c'est très négatif pour l'autonomie de l'enfant. Ça, c'est voilà. Et c'est évidemment, vous l'aurez compris aussi, très négatif pour le parent. Surtout que, écoutez, malheureusement pour nous, mais nous sommes loin d'être indispensables. Nos enfants sont heureusement entourés de plein d'autres éducateurs. Nous avons la chance d'avoir des co-éducateurs autour de nous, notre conjoint, les grands-parents, les oncles, les tantes, les enseignants, les autres adultes qui s'occupent de nos enfants. Et peut-être qu'ils feront de façon très différente, qu'ils ne feront pas comme nous, mais ça ne veut pas dire qu'ils feront mal. Ils feront à leur façon, ce qui permettra aussi à l'enfant de se développer d'une autre façon. Donc, cette notion d'être indispensable, elle est extrêmement dangereuse. Et là, je vous ai mis à l'écran un élastique. Alors, vous allez peut-être vous étonner de cet élastique, vous demandez à quoi il me sert. Eh bien, cet élastique, je vous propose d'en avoir un de temps en temps, pas très loin de vous, et de venir de temps en temps, vous voyez, là, le mettre entre vos 2 pouces et vous interroger sur quel est mon état de tension actuel. Est-ce que mon élastique, il est très tendu, un petit peu tendu? Est-ce que je suis sur le point d'éclater et de claquer mon élastique? Alors, pourquoi c'est intéressant de le voir? Parce que ça vous permettra de faire un peu le test physique, de voir d'ailleurs où votre corps vous indique des tensions et surtout de comprendre que vous êtes responsable de la tension de votre élastique. C'est à vous de veiller à cet élastique. Et je sais que souvent on dit, ben oui, mais je ferai attention à moi après ci, après ça, quand j'aurai fait ceci, quand j'aurai fait cela. Et on va de plus en plus loin. Et malheureusement, parfois, on va jusqu'à ce que l'élastique éclate. Et ça, c'est un réel problème. Donc, toujours vous posez quand même cet état, cette question de tension. Mais je vous le dis, voilà, quand on rentre dans l'épuisement parental, il y a un avant et un après. Et d'abord, le parent rentre dans cette course au toujours plus, je dois être présent, je dois être parfait, je ne dois rien lâcher. Et puis, je dois me sacrifier, je dois tout assumer. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut à tout prix que je le fasse. J'aimerais juste vous rappeler avec humour qu'il y a 50 ans, nous étions élevés de façon très différente par nos parents. Nos parents ont fumé dans la voiture, nous avons dormi sur les plages arrière, etc., etc. Nous avons survécu. Bon, voilà, pas toujours évidemment de façon totalement adaptée, mais voilà. Mais nous avons quand même survécu. Et l'idée est quand même de se rappeler que nos enfants aujourd'hui sont quand même plutôt bien protégés, plutôt bien accompagnés et qu'ils ont aussi besoin de devenir des adultes qui ne sacrifieront pas tout, ni pour leur vie professionnelle, ni pour leur vie familiale. Et c'est un peu l'exemple que nous pouvons leur donner. Donc, attention, ça c'est un indice. Quand vous commencez à rentrer dans cette notion de sacrifice de soi, je dois tout assumer, si je ne le fais pas, il ne se passera rien, c'est à moi de le faire. Là, vous avez des petits indices, des petits éléments qui peuvent un petit peu vous inquiéter. Et il y a des choses qui sont importantes et qu'on a besoin de s'autoriser. Alors, j'appelle ça les rituels de désengagement. C'est le fait de temps en temps de se mettre un petit peu en retrait de la vie familiale. Alors, bien sûr, on aimerait une semaine de vacances en amoureux, on aimerait pouvoir faire des choses qui nous emmènent loin, partir toute une après-midi, etc. Ce n'est pas toujours possible, mais on peut.
inventer des petits rituels déjà. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est quand même d'avoir ces moments où on peut souffler, mais si c'est compliqué de les avoir, c'est d'essayer d'avoir au moins une fois par semaine un rituel de désengagement. Alors, je vais vous en donner quelques exemples, mais l'idée, bien sûr, c'est de créer le vôtre. Je connais, par exemple, une maman qui, quand elle va chercher ses enfants à l'école, elle est dans sa voiture, elle arrive directement du travail, elle a une playlist qu'elle adore et quand elle arrive à l'école, elle se gare et elle attend une ou deux chansons pour vraiment se relâcher, chanter, voilà, avant d'aller chercher ses enfants, c'est-à-dire, voilà, elle se désengage de sa vie professionnelle avant de commencer sa deuxième journée, celle qu'elle va vivre avec les enfants. Je connais une autre maman qui, quand elle arrive chez elle le soir avec les enfants, commence d'abord par se donner 5-10 minutes où elle boit quelque chose, elle lit, elle adore les mots croisés, elle fait 10 minutes de mots croisés avant d'engager la soirée, les devoirs, etc., etc. Vous voyez des petits rituels, des petites choses très simples, peut-être aller faire le tour du jardin si vous aimez votre jardin, enfin, savoir se donner un temps de respiration parce que c'est souvent la difficulté, nous enchaînons en pensant qu'il faut très très vite faire les choses pour pouvoir après être plus tranquille. Et c'est dans ces moments-là où nous mettons dans le rouge et où, évidemment, les soirées ne se passent pas bien, ça crie, ça hurle et on finit, évidemment, de façon très désagréable. On en arrive à la dernière étape de la montée parce que on a voulu être parfait, on s'est cru indispensable, on a voulu tout assumer et arrive bien sûr une immense frustration et qui est normale parce que personne, voilà, nos enfants vont avoir besoin de grandir avant de pouvoir nous dire « Oh, mon pauvre papa, ma pauvre maman, tu es fatigué, il faut venir t'asseoir. » Il va falloir qu'ils développent leur empathie et ça prend du temps. Hein. Il faut plusieurs années pour qu'un enfant devienne empathique. Malheureusement, un jeune enfant, et c'est normal, est très égocentré, il est très tourné vers lui-même. Un ado aussi est très, très égocentré pour d'autres raisons. Donc, si on attend de la reconnaissance et de la capacité de nos enfants de nous dire « Oh là là, il faut que tu t'arrêtes », on risque d'attendre longtemps et arrive bien sûr cette période de grande, grande frustration. Et cette période de frustration bien fait qu'on peut après rentrer dans ce qu'on appelle le burn-out avec cet énorme coup de fatigue et les parents vraiment parlent de quelque chose qui peut parfois leur tomber dessus de façon très soudaine, hein, vraiment une grande difficulté et qui est violente parce qu'ils avaient énormément investi cette vie familiale. Et puis, on retrouve les éléments que je vous ai déjà décrits, hein, le fait de vraiment l'épuisement physique, la distanciation, la perte d'efficacité. Et c'est là où on parle de burn-out, on parle d'ailleurs de coup de bambou, hein, c'est l'expression. Et c'est là où parfois on peut avoir des parents qui ne peuvent plus assumer les tâches ou qui veulent fuir. Hein. Ça, c'est des éléments auxquels on assiste aussi. Le fait tout d'un coup d'avoir vraiment ce sentiment que c'est presque une question de vie ou de mort, en tout cas de survie, et la nécessité de devoir partir. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a eu cette phase de montée avant cette phase de descente. Alors, quels sont les risques? Parce qu'il peut y avoir des risques par rapport à un burn-out familial, parental. Il y a des risques, vous le voyez à l'écran, qui peuvent être des risques liés à la personne, liés aux difficultés conjugales, liés aux problèmes éducatifs. Et puis, il y a aussi cette vision, et ça, je vous en ai déjà parlé, mais cette vision actuelle de notre société, de notre culture, qui veut qu'on nous demande quand même quelque chose de terrible. Nous devons être parfaits et épanouis
partout. Hein. On nous demande d'être à la fois une femme, une amante, une mère, une professionnelle. Il faut qu'on soit présent pour nos enfants, mais aussi qu'on travaille et puis qu'on fasse attention à nous et puis qu'on ne prenne pas de kilos, qu'on ait le temps de faire du sport, qu'on ait quand même une vie culturelle, etc., etc. On attend la même chose des maris et vous comprenez qu'on nous demande tout, vraiment tout, et que c'est quand même une difficulté et que c'est normal à certains moments de notre vie d'être en déséquilibre et qu'il y a des moments où on a un peu plus de temps pour s'occuper de soi et d'autres peu, et que ça, c'est un équilibre qui va être difficile à trouver. Donc, attention à ces injonctions, on appelle ça une injonction paradoxale, le fait de nous demander l'un et son contraire. Et c'est vrai que tout ça, avec des facteurs qui peuvent jouer, le fait d'être en conflit avec notre enfant, un problème d'estime de soi, le fait de se comparer avec nos parents, d'être dans le perfectionnisme. On voit tous ces éléments qui sont des facteurs de risque parce qu'ils viennent appuyer du mauvais côté de la balance et ils viennent vraiment nous donner l'impression que nous sommes des mauvais parents alors que ce n'est pas le cas. Alors de l'autre côté, vous avez des facteurs de protection. On retrouve d'ailleurs à peu près les mêmes éléments. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Et ces facteurs de protection, on voit bien qu'ils peuvent peser dans la balance d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la balance, elle est commune à tous les burn-out parentaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette question ressources, stresseurs qu'on retrouve partout, mais chaque histoire, chaque famille a sa propre histoire et donc son propre épuisement parental également. Alors, qu'est-ce que j'entends par ressources ou stresseurs ? Vous voyez, dans les stresseurs, par exemple, on trouve « je ne peux pas compter sur mes proches, donc je n'ai pas de soutien immédiat. J'ai des standards élevés en tant que parent, j'attends beaucoup de choses de moi. Je suis en conflit avec mon conjoint sur la façon d'élever mes enfants. » Donc, tout ça, ce sont des stresseurs. Ces stresseurs ne veulent pas dire que vous allez automatiquement tomber en épuisement parental. Ce sont des risques, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte parce qu'ils viennent peser du mauvais côté de la balance. Mais il va falloir prendre conscience aussi des ressources parce que c'est une question d'équilibre. Et les ressources, il y en a, mais parfois, on n'en a pas toujours conscience. Donc, exemple de ressources, j'arrive à exprimer mes émotions et mes besoins. Donc, je suis capable de dire quand je suis épuisée, quand j'ai besoin de faire une pause. Il y a, par exemple, de la cohérence dans mon couple, dans la façon d'éduquer les enfants. Ça, c'est un facteur de protection. Je peux réussir, en tout cas actuellement, à concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc, c'est un facteur. Et l'idée face au burn-out parental, c'est vraiment de toujours essayer de réfléchir un peu en fonction, vous comprenez, et de stresseurs et de ressources. Et en réalité, nous avons 4 façons d'agir face au burn-out parental pour soit l'éviter, soit en sortir. Vous le voyez, il y a 2 actions du côté des stresseurs et 2 du côté des ressources. 1, on l'aura compris, essayer d'éviter essayer de retirer les stresseurs inutiles. Peut-être que, par exemple, comme indiqué à l'écran, je suis stressée dans ma vie parentale parce que mes enfants courent partout, sont sans arrêt en activité et moi, je passe ma vie dans la voiture. Et donc, peut-être qu'il s'agira de faire un choix et de limiter ce stresseur. Peut-être que dans les stresseurs qui me représentent, je lis aujourd'hui beaucoup de livres sur la parentalité. J'entends beaucoup de « il faut »,« c'est absolument indispensable de ». Et peut-être que ce serait bien que je lise un petit peu moins ces livres ou en tout cas que j'entende que ces livres parlent d'un idéal,
hein, et que nous ne vivons pas dans un idéal, nous vivons dans la réalité et que ces livres montrent un modèle qu'il serait bien de pouvoir atteindre, côtoyer de temps en temps, mais on n'est pas obligé d'y ressembler tout le temps. Donc, on peut retirer ou en tout cas se dire, là, je commence vraiment à être stressée, qu'est-ce que je pourrais enlever comme stresseur? On peut essayer aussi de les alléger parce qu'on ne peut pas toujours les retirer, mais on peut essayer de les alléger. Par exemple, si on identifie que eh bien, les devoirs sont un facteur de stress, on peut peut-être déléguer, laisser l'enfant à l'étude, ou alors, je vais vous raconter ce qu'ont fait deux mamans qui vivaient dans le même quartier. Elles se sont rendues compte que les devoirs, comme par hasard, se passaient beaucoup mieux quand ce n'était pas elles. Et donc, elles ont fait un troc de devoirs, c'est-à-dire que le mardi, une des mamans prenait tous les enfants pour les devoirs et l'autre maman soufflait et puis s'occupait du plus petit qui n'était pas encore en âge d'aller à l'école. Et le jeudi soir, c'était l'inverse, c'était l'autre maman. Mais donc comme ça, il y avait un soir par semaine où elle ne s'occupait pas des devoirs. Et d'ailleurs, pour leurs enfants, ça se passait beaucoup mieux parce qu'en plus, il y avait deux façons de faire. Donc vous voyez, on n'y pense pas toujours. Mais quand on a la possibilité de temps en temps d'alléger les stresseurs, en tout cas d'essayer. Et puis, vous le voyez aussi, les deux autres axes, là, c'est d'aller réfléchir du côté des ressources, soit d'aller utiliser des ressources déjà présentes, de faire appel un peu plus aux conjoints, aux enfants, de les laisser faire. Alors, ce ne sera peut-être pas idéal, ce ne sera peut-être pas comme on a envie de le faire, mais ce sera fait. Et c'est ce qui compte. Et je vous rappelle les cercles de vérité. Ou alors, peut-être d'aller chercher des ressources auxquelles on n'a pas pensé. Cette ressource pouvant être d'autres parents, un cercle d'amis, peut-être un professionnel éventuellement. Mais vous voyez, on n'y pense pas toujours. On a autour de nous des personnes qui peuvent nous aider. La difficulté, vous l'aurez compris, c'est que quand on est dans l'épuisement, malheureusement, on a le nez sur la fatigue, comme on dit, on a le nez sur la feuille et on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à prendre un petit peu de recul, mais déjà de pouvoir se dire, bon, ok, je comprends ce qui est en train de m'arriver, c'est du stress parental, ça arrive au meilleur des parents et j'ai le droit de pouvoir me faire aider et de pouvoir être accompagnée par rapport à cela. Reprendre. Cela va me permettre de reprendre sur la dernière partie et d'avoir un petit peu de temps quand même pour pouvoir répondre éventuellement à vos questions. Alors, les axes de rétablissement, il y en a plusieurs, mais voilà les plus importants. On va le voir. L'identification des sources de stress, je vous en ai déjà parlé. Le travail autour des émotions, on va en parler. Et aussi, la question de l'amélioration des relations avec l'adolescent. Alors, la gestion des émotions, on le sait, c'est vraiment un élément très important. On le voit bien, un parent qui s'autorise à dire qu'il est fatigué, qu'il est même épuisé, qu'il a besoin d'un break, un parent qui est en connexion avec ses émotions, qui est capable de faire ce qu'on appelle de l'auto-empathie et qui accepte que toutes ces émotions sont légitimes, elles sont toutes un signal, elles veulent toutes dire quelque chose. Quand nous sommes capables de pouvoir prendre ça en compte, c'est d'autant plus facile après d'éviter les surcharges émotionnelles et ce genre de choses. Le deuxième élément aussi qui peut aider, c'est le fait d'aller lire. Alors, je vous disais pas trop de livres, mais quand même un petit peu, d'essayer de comprendre, par exemple, pourquoi votre ado est un ado et de comprendre qu'il n'est pas en train de faire ça contre vous, que ce n'est pas vous qu'il est en train de vouloir rendre fou, mais qu'il est juste en train de vivre son adolescence et qu'il y a des choses à ces moments-là qui sont par contre un petit peu compliquées, voire très compliquées à contrôler. Et puis,
il y a aussi la connais les mamans question calmes du Si. cadre et de l'autorité et de comprendre bien que, attention, les mamans calmes, hein, comme Madame Foresti nous le montre, les mamans calmes, c'est un peu un mythe. Évidemment, tout ça pour rappeler que les mamans calmes et les mamans parfaites et les papas parfaits non plus n'existent pas, attention, et que l'autorité, de temps en temps, hein, va demander à ce que les choses soient dites un petit peu sèchement, un petit peu, c'est comme ça et pas autrement. Et dans les ateliers, nous aimons bien aider les parents à réfléchir à leur autorité. Alors ça, c'est aussi un petit peu une des erreurs que nous subissons là depuis quelques années, c'est de nous donner l'impression que l'autorité, c'est quelque chose d'instinctif, qu'on sait immédiatement, facilement ce dont notre enfant a besoin, qu'on sait toujours répondre aux questions. Non, une autorité, ça se construit, ça se réfléchit. On est souvent obligé de revenir un peu dessus, de réfléchir, de se demander si on va dans la bonne direction. Et ça peut être intéressant de temps en temps de réfléchir avec son conjoint ou seul d'abord. Qu'est-ce qui est pour moi libre? Qu'est-ce que mon enfant peut faire sans me poser de questions? Et d'ailleurs, je vais lui dire que c'est libre pour qu'il puisse développer son autonomie. Qu'est-ce qui est négociable? Et donc, négociable, vous l'aurez compris, hein, qu'est-ce qui peut parfois être autorisé, puis parfois ne pas l'être. Qu'est-ce qui est non négociable? Alors là, par contre, le non négociable, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est non, et ce n'est même pas la peine d'en parler, ou juste pour rappeler que c'est non négociable. Et puis, ce qui est interdit ou les interdits, alors je fais volontairement une différence entre interdit et non négociable. Un interdit, c'est ce qui est défini par la loi ou les lois. L'interdit de se faire mal, de faire mal aux autres, l'interdit d'acheter de l'alcool pour les adolescents, l'interdit de consommer de la drogue, l'interdit de l'inceste, vous voyez, des interdits religieux aussi qui peuvent être présents. Le non négociable, c'est quelque chose qui peut évoluer. C'est non négociable pour un enfant de 6 ans de sortir tout seul dans la rue, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, ça dépend des familles, mais disons que c'est non négociable à un certain âge, ça deviendra négociable à un autre âge, et puis ce sera libre une fois qu'il aura 12 ans, 13 ans pour sortir dans la journée ou pas. Mais vous voyez, l'idée, c'est de réfléchir un petit peu à ce cadre, de l'avoir en tête. Alors, bien sûr, on ne pourra pas le définir pour tout, mais de temps en temps, peut-être bien de prendre le temps quand même de se dire, tiens, là, par rapport aux sorties, par rapport à l'utilisation du portable, par rapport aux jeux vidéo, par rapport à ce qu'il peut faire dans sa chambre, quel est le cadre que je peux mettre? On aimerait que nos enfants soient raisonnables et qu'ils soient capables par eux-mêmes de faire tout ça correctement, mais il va falloir beaucoup de temps avant que nos enfants soient raisonnables. Le cerveau humain n'est pas mature avant 25-27 ans. Donc, nos enfants ne vont pas fonctionner comme des adultes avant un bon bout de temps. Vous l'entendez, il faudra beaucoup d'années. Donc, le cadre, eh bien, il va être absolument indispensable pour les aider à savoir vers quoi s'orienter et quels sont les comportements qui sont attendus. Et puis, enfin, j'aime bien souvent faire la distinction, en tout cas c'est Monsieur Salomé qui l'a faite auparavant, entre le fait de dire que quand nous sommes parents, nous récupérons 2 casquettes supplémentaires, 2 rôles. Nous devenons parents, en devenant parents, nous devenons maman et mère et nous devenons papa et père. C'est-à-dire que maman et papa, ce sont les fonctions de maternage, de paternage, de soins, de jeu, de guilis, de câlins. Enfin, vous voyez tout ce qui est autour
du soin et du maternage, comme je l'ai dit. Et puis, nous devenons aussi père et mère. Et là, père et mère, ce sont plutôt ce sont nos côtés éducatifs, le fait de mettre une autorité. Alors, quand nos enfants sont petits, on est très, très facilement papa-maman. C'est d'ailleurs parfois un petit peu plus compliqué d'être père-mère, mais on le devient au fur et à mesure. Par contre, quand nos adolescents grandissent, on a tendance à devenir beaucoup père-mère, d'être beaucoup dans l'autorité, beaucoup dans notre rôle éducatif et moins dans papa-maman. Et c'est quand même important de se rappeler qu'un adolescent, il a encore besoin d'une maman, encore besoin d'un papa. Et ce n'est pas parce qu'on va être encore dans des choses un petit peu drôles, futiles. Alors, ce sera peut-être plus des câlins parce que pour eux, c'est compliqué, mais on peut avoir des moments où on va être juste à partager ensemble, à oublier notre rôle éducatif. Ben, ces moments-là, ils sont aussi importants parce que c'est ce qui permet après à nos ados aussi d'accepter plus facilement nos approches éducatives et nos rôles de père et mère. Et puis, en conclusion de ce webinaire, je voudrais d'abord rendre hommage à une amie qui malheureusement nous a quittés, qui était thérapeute au Québec, Francine Lavergne. Et Francine, j'ai eu la chance de bien la connaître et elle avait partagé avec moi 2 phrases qui m'accompagnent encore aujourd'hui, 2 phrases qui sont vraiment clés pour moi. Et Francine, la première phrase qu'elle m'avait dite en tant que maman, elle m'avait dit, bah, tu sais, il va falloir que tu choisisses tes batailles. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Ça revient au cercle de vérité. M'avait dit, être parent, c'est savoir choisir ses batailles. Il y a ce qui serait l'idéal et puis il y a l'indispensable. Et surtout quand ils vont devenir adolescents, bah, il faudra bien choisir tes batailles. Alors, tu peux te battre pour une position avachie sur le canapé, tu peux te battre pour une porte qui claque, tu peux te battre pour un humour un petit peu graveleux parfois et te fâcher. Et tu peux aussi choisir de te battre pour des choses vraiment importantes, de peut-être laisser couler certaines choses pour garder ton énergie et ta capacité de te mobiliser sur des choses vraiment importantes. Et puis, la dernière phrase qu'elle avait partagée avec moi, c'était cette question que vous voyez qui dit qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez d'avoir raison ou vous choisissez d'être heureux? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent dans la vie, avec nos conjoints, avec nos enfants, nous pourrions avoir raison. Oui, peut-être que nous savons mieux les choses qu'eux, peut-être que nous faisons mieux les choses qu'eux, peut-être qu'effectivement, sur cet élément, nous avons raison, mais à quel prix? À quel prix nous voulons avoir raison? À quel prix nous voulons prouver que nous savons? Et est-ce que parfois, il n'est pas préférable de lâcher l'affaire, de ne pas chercher à avoir raison pour plutôt souhaiter être heureux, pour préserver le lien, pour rester ensemble et peut-être se dire qu'effectivement, être heureux, être ensemble, rester unis, c'est plus important que d'avoir le dernier mot. Voilà, alors parfois, la colère nous entraîne et non, nous ne lâchons pas, mais quand même se poser cette question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et je pense que cette phrase m'a évité bien des erreurs parfois, parce qu'elle m'a permis de me dire, bah oui, ok, je lâche, mais je lâche parce que je préfère être heureuse que d'être en conflit avec les gens que j'aime. Bien, alors voilà pour